Très bien. Donc, nous pouvons reprendre notre séance et nous avons avec nous, en audition ce matin, Monsieur Fred Constant, ambassadeur délégué à la coopération régionale pour la zone Antilles-Guyane. Donc, nous allons poursuivre nos travaux avec vous, Monsieur l'ambassadeur. Je vous rappelle simplement que cette mission d'information a donc été créée le 15 janvier dernier par la Commission des lois et elle s'est donnée pour objectif, d'une part, d'évaluer le cadre statutaire applicable à la collectivité de Saint-Martin, tel que le définit la loi organique du 21 février 2007, et d'autre part, d'étudier l'impact du statut européen à la collectivité sur les conditions de son intégration dans son environnement régional et de son développement. Nous avons donc souhaité bénéficier de votre expertise sur ce territoire particulier et de recueillir votre analyse en matière de coopération régionale. Donc voilà, je vous laisse la parole et si vous voulez bien éventuellement après votre exposé liminaire avec mon collègue co-rapporteur René Dosière, nous nous permettrons éventuellement de vous poser quelques questions afin que nous ayons un échange sur la question. Voilà. Je voudrais juste rappeler, parce que je crois que c'est d'ordre, que cette séance est ouverte à la presse. Elle est retransmise en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale. Voilà. Je vous laisse la parole, monsieur l'ambassadeur. Merci et bonjour à tous et en particulier donc aux deux rapporteurs. Écoutez, j'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous ma connaissance relative de Saint-Martin. Je le ferai davantage sous l'angle, et cela n'est pas une surprise, de l'insertion régionale de ce territoire que sur celui donc de la pertinence de son statut en droit interne, encore que les deux se rejoignent à l'évidence dans certains domaines en particulier. Et comme nous avons peu de temps, que je suis plutôt du genre bavard, je vais essayer de ramasser mes propos autour de 3 points. Le premier, c'est un très très bref rappel du contexte historique. Cela me paraît essentiel. Le deuxième, ce sera quelques mots sur la situation actuelle, en essayant de trouver des formules ramassées pour aller à l'essentiel et pointer quelques paradoxes. Et puis, le troisième point viendra à l'actualité brûlante actuelle dans ses connotations positives comme dans ses blocages persistants. Voilà à peu près le déroulé que je vous propose et j'espère que j'arriverai à m'y tenir parce que parfois on trace des perspectives qui sont un peu mensongères. Alors le contexte historique, je l'ai pris avec moi, pour ceux qui ne connaissent pas le territoire, vraiment la lecture du traité de Concordia est toujours, passez-moi l'expression, mais je n'en trouve pas d'autre, rafraîchissante et éclairante. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est, je pense, même si je ne suis pas un spécialiste du droit international, mais un accord sans équivalent, d'une part, et d'autre part, parce que de nos jours encore, les deux parties de l'île, Saint-Martin et Sint-Maarten, s'y réfèrent dès lors qu'elles se trouvent acculées, le plus souvent, dans une situation contraignante. Et donc c'est la sortie symbolique vers le haut que d'invoquer, j'emploie le terme dessein, l'esprit du traité de Concordia. C'est un traité qui fait la théorie de la pratique informelle qui a prévalu pendant longtemps dans les échanges entre les deux parties de l'île et qui malheureusement a abrité de part et d'autre du territoire beaucoup de laisser-faire, laisser-passer dont nous payons le prix un peu dans la période la plus contemporaine. J'avais, pour résumer,
une formule. Nous avons fait, quand je dis nous, c'est à la fois la République française, mais aussi nos amis bataves, fait trop tard et trop peu dans ce territoire, alors que le mouvement qui s'amorce depuis quelques années aurait dû être engagé il y a bien longtemps. Ce qui fait que l'héritage, et quand je dis l'héritage, le traité, je ne vais pas vous offenser, mais c'est 1648, ça veut dire que dans la temporalité, le temps long est en faveur du traité de Concordia, en faveur de l'informel. Il n'est pas en faveur du cadrage républicain et du partage institutionnel des compétences, des attributions et des choses entre les deux îles. Loin s'en faut. Donc on a comme héritage cette relation fluide parce qu'elle arrange jusqu'à un certain point les autorités locales des deux parties de l'île, mais qui, à l'évidence, ne répond pas aux défis, aux enjeux d'un développement concerté de l'île Saint-Martin. Je dis l'île Saint-Martin parce qu'à l'évidence, ce serait une erreur d'envisager le développement d'une partie de l'île, en oubliant l'autre ou aux dépens de l'autre ou en ignorant l'autre. C'est pas possible. Il suffit, je pense que vous êtes familier du territoire, mais il suffirait d'y séjourner même de 48 heures pour se rendre compte de cette évidence. Et en disant ça, je vous dis le moins, puisque je n'évoque même pas les liens multiples qui unissent dans une myriade de réseaux les deux populations, j'ai presque envie de dire les familles qui constituent ce territoire. Encore une fois, qui n'a pas beaucoup d'équivalent dans notre République. Alors, la situation actuelle, puisque sinon je vais passer tout mon temps de parole sur le rappel du contexte, c'est quoi ? Un statut qui a été en droit interne donc mis en place sans que l'élite politique de Saint-Martin qui l'a réclamé en ait mesuré toutes les conséquences. D'où un ensemble de désillusions. Saint-Martin, c'est quand même l'objet, enfin plus que l'objet, le cadre d'un laboratoire institutionnel assez actif. Et je crois que embrasser le sujet par ce bout institutionnel, ce n'est pas forcément la manière la plus indiquée qui soit. Pourquoi ? Parce qu'un statut, c'est un moyen, c'est un outil au service d'un dessein, d'un projet de société. Et j'ai le sentiment, sur ce terrain-là comme sur d'autres, qu'on a tendance à placer le statut avant la réflexion qui doit accompagner le devenir de ce territoire, voire les orientations qui doivent guider son développement, comme si le statut avait en soi une valeur démiurgique, comme s'il pouvait transformer, comme si c'était un levier en soi qui pouvait transformer les réalités. Donc cette tendance, qui est une tendance lourde dans la culture politique française, singulièrement dans la France des Amériques, comme j'ai coutume de l'appeler, il faut y faire attention, parce qu'elle peut entraîner de nouvelles illusions et de nouvelles désillusions. Donc, à l'épreuve des faits, pour plusieurs raisons dans lesquelles je ne vais pas entrer, parce que sinon je n'aurai pas le temps d'aborder les questions qui me concernent en tant que diplomate plus directement, l'appropriation du statut actuel ne s'est pas faite dans des termes satisfaisants. Et l'un des points que je voudrais soulever d'emblée, c'est à mon sens la nécessité, pour le dire de manière positive, d'un renforcement drastique des capacités professionnelles des fonctionnaires en charge de la collectivité. Heureusement que nous avons
une préfecture déléguée avec de petits moyens. Et là aussi, il y a toute une histoire, parce que sinon, je pense qu'on aurait encore plus de difficultés que celles que nous connaissons actuellement. Alors, pour en venir directement à ce qui me concerne, en tant, encore une fois, qu'ambassadeur, ça fait 2 ans donc que j'occupe ces fonctions, et en 2 ans, nous avons fait quand même des progrès importants. Jusque-là, au niveau national, c'est-à-dire entre les autorités françaises et les autorités néerlandaises, il n'y avait pratiquement pas de relations autour de Saint-Martin. Pour des raisons diverses et variées. Pour les Pays-Bas, c'est parce que le processus de refonte des relations entre le Royaume et ses composantes s'était soldé par un renforcement de l'autonomie de la partie hollandaise. Et donc, l'autorité centrale du Royaume des Pays-Bas ne s'estimait pas directement concernée. Je rappelle au passage qu'elle est responsable que pour la défense et les relations internationales, encore que là aussi il y ait une controverse constitutionnelle, juridique, entre l'interprétation qui prévaut au sein du gouvernement de Sint Maarten et celle qui prévaut au sein du Royaume. Au sein du Royaume, c'est l'intégralité de l'international qui reste dans son champ de compétences, et au niveau du gouvernement local de Saint-Martin, ce n'est que les questions internationales qui engagent le Royaume dans son intégralité qui restent le domaine, le précaré du Royaume. Mais tout le reste, c'est-à-dire les relations frontalières, transfrontalières, ou a fortiori entre Sint Maarten et les îles toutes proches d'Anguilla ou de Saint-Kitts et Nevis, relèvent du gouvernement local. Donc, voilà. Mais enfin, nous avons réussi à faire avancer les choses pour une raison simple. C'est nécessité qui fait vertu. Je prends souvent cette image pour décrire à ceux qui ne connaissent pas le territoire. Les deux îles, les deux parties de l'île, et en disant les deux îles, le lapsus significatif, se sont développées dos à dos, en se donnant le dos. Et le développement a tellement produit d'effets que les deux parties se retrouvent dos à dos actuellement, au point que les deux dos se touchent. Et donc maintenant, ce qui se passe, c'est que les deux éléments de ma métaphore se retournent, s'envisagent, se dévisagent et s'envisagent. Nous sommes dans cette phase-là. Alors que tout ce monde se fréquente de manière informelle à longueur d'année. Mais d'un point de vue institutionnel, il n'y avait pas réellement de relations formelles, de rencontres de travail, de suivi vraiment sérieux. Donc nous sommes dans cette phase-là, poussés par la nécessité. Et la nécessité, c'est les services de la population, c'est une image de la destination qui se dégrade, c'est des difficultés de toute nature pour accommoder la circulation dans l'île, pour la desservir en termes d'électricité, pour régler les questions de traitement des eaux usées, pour vraiment gérer toutes les affaires locales, considérer ce territoire comme une grande commune, tout ça étant relatif. Donc c'est cette nécessité-là qui fait aujourd'hui que l'on se parle. Et comme les deux parties de l'île relèvent de souverainetés différentes, il y a une dimension internationale, et c'est là que j'interviens, avec d'autres naturellement. Donc, servi par le calendrier cette année, puisque je vous rappelle que le président de la République a effectué une visite officielle aux Pays-Bas, la scène se passe le 20 janvier, que dans la déclaration rendue publique à l'issue de cette visite, il y a une rubrique coopération décentralisée consacrée à Saint-Martin
et à Sint-Maarten. Et tout cela a préfacé en quelque sorte la première concertation quadripartite, Royaume des Pays-Bas, République française, autorité de Sint-Maarten, collectivité de Saint-Martin, qui s'est tenue le lendemain, toujours aux Pays-Bas, cette fois-ci à La Haye, au cours de laquelle nous avons vraiment pu, en face de nos partenaires néerlandais et saint-martinois, passer en revue les questions à débattre actuellement. Alors, je ne vais pas toutes les citer. Il y a des questions régaliennes. J'en citerai au moins 3. En matière de défense, pour accueillir ou réglementer, organiser en tout cas, la venue de forces militaires néerlandaises dans le cercle nord des Petites Antilles. Il faut qu'il y ait un accord entre les deux pays. On appelle ça un SOFA dans le jargon, un accord pour les forces armées, dans le jargon militaire. Il y a les questions de coopération policière qui relèvent du régalien. Et quand je dis coopération policière, je l'envisage lato sensu, puisqu'il s'agit également du contrôle aux frontières. Il y a les questions de délimitation de la frontière maritime notamment. Et vous savez qu'il y a ce contentieux autour de l'étang aux huîtres, Oyster Point, comme on dit en bon français, qui n'est pas réglé et que nous espérons régler d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Il y a également en matière de douane, tout ça relève du régalien, des questions à affiner. Et puis vous avez des sujets d'aménagement du territoire qui sont, à mon sens, essentiels parce que si on réussit à les aborder dans le cadre d'une coopération transfrontalière rénovée, alors on donnera des exemples, des illustrations palpables aux populations des deux îles qui seront convaincues de la nécessité de travailler ensemble. Et là, la conviction, elle n'est pas forcément partagée, en tout cas dès qu'il y a des contraintes qui sont corollaires. Et donc, en matière d'aménagement du territoire, il y a plusieurs sujets. Tout d'abord, la question de l'eau et de l'assainissement, qui est un sujet de premier plan à Saint-Martin. Vous devez savoir que actuellement, comme il n'y a pas de cours d'eau sur l'île, ce sont des unités de dessalement de l'eau avec un coût très élevé. Il y en a une pour la partie néerlandaise et une pour la partie française, avec un différentiel élevé dans le prix de revient de la production du mètre cube d'eau. Donc il y a certainement un rapprochement utile à faire. En matière d'assainissement, il y a à l'évidence un raccordement des réseaux, d'abord un achèvement des réseaux dans chaque partie et leur raccordement à envisager, avec, et c'est un autre sujet mais connexe, la création d'une station d'épuration qui viendrait soulager celles qui existent mais qui sont insuffisantes. Vous voyez que nous parlons de choses très concrètes. Pareil en matière de traitement des déchets. Vous savez que la partie, je viens au statut européen de la partie française, impose la création, la construction d'un incinérateur. Pourquoi ne pas envisager un incinérateur commun pour le territoire? En matière de prévention des risques naturels, il y a divers aménagements à envisager qui pourraient être faits communément pour limiter les inondations annuelles qui se produisent lors de la saison des pluies.
notamment dans la région de la zone de Belle-Plaine, Belvédère, pour ceux qui connaissent. Il y a des études de faisabilité qui existent déjà, à la fois pour cette zone-là, mais aussi en zone française proprement dite, autour de Marigot. Vous avez la question de l'interconnexion du réseau routier. Seul le réseau primaire, je sais pas ce que l'on dit, mais est interconnecté, mais pas le réseau secondaire et tertiaire. Donc là, il y a vraiment des rapprochements à établir. Et d'une manière plus générale, on ne peut pas penser rationnellement le développement de cette île. Je reviens à ce que je disais à l'instant, et c'est comme un leitmotiv, sans le faire d'une manière intégrée, concertée, pensée pour les deux parties. Quand vous rendrez sur place, si ce n'est pas encore fait, vous vous rendrez à cette évidence, sans aucune difficulté. Il y a des études qui existent. Il en va de même en matière de communication. Je vais plus vite puisque je vais dépasser le temps qui est imparti à l'exercice. Communication et d'un mot, le câblage en fibre optique, de l'île en fibre optique. Ça pourrait être un sujet d'application important d'un redéploiement de cette coopération, d'une relance de cette coopération. En matière d'énergie, je l'ai dit, je suis plus sur de production d'électricité, mais d'énergie renouvelable aussi, je vais plus vite, d'assainissement et d'alimentation en eau. Alors, pour terminer, et je serai naturellement à votre disposition pour des questions, pour terminer sur une note positive, la partie française, en vertu de son statut de RUP, est sur le point d'obtenir, pas sur le point d'obtenir, va obtenir son premier programme opérationnel de la coopération territoriale européenne. POCTE dans le jargon. De quoi s'agit-il? Il s'agit de crédits du FEDER régional qui sont mis à disposition généralement des conseils régionaux. Dans le cas de Saint-Martin, ça aurait pu être la collectivité de Saint-Martin qui aurait été l'autorité de gestion. Ce choix n'a pas été fait par l'État membre France, puisque ce sont des agencements internes. Ce n'est pas la commission qui choisit l'autorité de gestion, mais l'État membre. Parce que, on revient à ce que je vous disais en liminaire, eh bien, la capacité managériale de la collectivité a été jugée insuffisante pour gérer ce PO, qui a été d'ailleurs sous-doté par rapport à l'évaluation que nous avons pu faire lors d'une mission commune avec la Commission européenne. Le chiffre qui avait été proposé était celui de 20 millions d'euros. Le PO a une vocation temporelle de 6 ans, sur 6 ans, compte tenu de l'ensemble des projets dont certains, encore une fois, existent à l'état d'étude. 20 millions ont été une somme qui aurait permis de faire davantage de choses et d'avoir un effet pédagogique plus important, à la fois pour les élus des parties de l'île, mais surtout sur les populations. Mais c'est le chiffre de 10 millions d'euros qui a été retenu, ce qui permettra vraisemblablement de retenir 1 à 2 opérations. Cela est en train d'avancer lentement, mais sûrement, puisque nous sommes dans la phase d'écriture du programme opérationnel. Une première réunion de lancement a eu lieu, à laquelle j'ai participé. Et ce qui était important, c'est une obligation réglementaire, mais ça a été respecté. La partie hollandaise de l'île a été associée à cette réunion de lancement. Ce qu'il faut rapidement clarifier, c'est la compatibilité des crédits FED qui sont mobilisables par la partie hollandaise, puisque c'est un PTOM et qui relève du FED régional, avec le FEDER régional qui est mobilisable par la partie française.
D'un point de vue réglementaire, c'est possible. Le règlement, la nouvelle génération de règlements communautaires de la CTE le permet. Mais dans l'esprit, quand je dis il faut clarifier, c'est dans l'esprit de la première ministre de la partie Sint Maarten, ça l'est pas du tout. Alors, est-ce que ça l'est pas du tout pour des raisons d'opportunité politique? Parce que si on peut faire payer la partie française davantage que la partie hollandaise, on ne va pas s'en priver? Ou est-ce qu'il y a une difficulté juridique dans l'interprétation que les autorités locales de Sint Maarten font du règlement? Je laisse la question ouverte, mais il faudra absolument trancher rapidement ce point parce qu'il y va de la faisabilité même du PO. Le PO n'a de sens, un PO transfrontalier, que s'il y a une participation financière, également financière, de la partie hollandaise. Je m'arrête là parce que j'ai conscience d'avoir parlé plus de temps, mais c'est aussi parce que vous m'avez dirigé à une mauvaise adresse. Merci de votre attention. Merci, monsieur l'ambassadeur. Chers collègues, est-ce que... Si vous voulez, quelques petites questions, mais des précisions, hein, juste par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, si je comprends bien, il y a eu, ce 21 janvier, donc une réunion quadripartite. C'était la première ou... C'est la première à ce niveau qui a été organisée. Donc, ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas a piloté l'exercice, mais tous les ministères étaient représentés aux Pays-Bas, enfin, ministère par ministère, corps technique par corps technique. Côté français, nous avons une délégation qui ne couvrait pas l'ensemble des sujets. Une partie de nos collègues de l'ambassade des Pays-Bas, donc de l'ambassade de France aux Pays-Bas, nous ont épaulés et nous étions ici trois. Alors il y avait le ministère des Outre-mer, ministère des Affaires étrangères et puis ministère de l'Intérieur. Voilà, notre délégation. Donner la liste un petit peu des points de l'ordre du jour. Concrètement, il a été décidé, est-ce qu'il y a eu des décisions de prise ou bien est-ce que on se dit on va se revoir? Est-ce que d'ailleurs il y a une date d'heure fixée? Enfin, je veux dire, quel va être le suivi sur ces divers points? L'objectif politique de cette première consultation était d'engager le dialogue. Mission accomplie. Nous venions de très loin. Donc, engager simplement le dialogue et le faire autour de sujets qui allaient pouvoir nourrir ce dialogue d'une manière opérationnelle. Donc, voilà le cadrage. Il n'y a pas eu donc de décision formelle, mais des rendez-vous ont été pris. Et le rendez-vous, de ces rendez-vous, c'est la prochaine réunion de concertation quadripartite qui aura lieu à Saint-Martin, fin juin, début juillet. La date précise n'a pas encore été fixée. J'étais à Saint-Martin il y a 15 jours et j'ai fait un premier point avec notre préfet délégué pour se tenir prêt sur l'état d'avancement des engagements qui avaient été pris par la partie française. Nous avons une réunion de suivi à Paris avec nos collègues de l'ambassade des Pays-Bas, donc qui est toute proche d'ici, pour voir où en est la partie néerlandaise. À cette réunion, d'ailleurs, il y aura des représentants de la partie hollandaise qui participeront. Donc voilà où nous en sommes. Mais à l'évidence, c'est ce que je disais de manière un petit peu allusive, et je veux le dire plus directement, ce qui me paraît important de lever comme difficulté d'interprétation de la part des Pays-Bas, c'est la nécessité pour les responsables politiques néerlandais locaux de mobiliser des financements à l'appui de ceux dont bénéficiera la collectivité de Saint-Martin pour mener à bien ce programme d'aménagement concerté du territoire. Ça, c'est pas clarifié, c'est pas clair dans leur esprit. Ils ont bien compris que le fédéral régional pouvait financer ces aménagements jusqu'à 70-75%, et ils n'ont pas compris que la contrepartie
doit être mobilisé par eux-mêmes sur du FED régional ou d'autres financements. Ce n'est pas une obligation que ce soit du FED régional. Alors, pour mémoire, la partie néerlandaise bénéficie d'une enveloppe en FED régional qui se monte à, sauf erreur de ma part, 7 millions d'euros ou 9 millions. Donc c'est une somme voisine à celle dont bénéficiera la collectivité de Saint-Martin au titre du FEDER régional. Ce qui veut dire quand même qu'il y a là une fenêtre d'opportunité qui serait malheureux de ne pas saisir. Monsieur l'ambassadeur, il y a eu plusieurs fenêtres dans le passé et pour autant on n'a pas eu d'avancée conséquente sur le terrain. Je veux rester optimiste et à ce jour, s'il y a une question que je peux vous poser, à ce jour, sur le plan pratique, sur les différents points de coopération qui pouvaient déjà y avoir, notamment ce qui avait été dit au niveau de l'aéroport de Juliana, au niveau des poursuites policières, qui était une problématique et qui reste une problématique sur notre territoire. Y a-t-il à ce jour, ne serait-ce que sur ces points qui ne sont pas trop compliqués à mettre en application, est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'on connaît des avancées conséquentes avant même de parler des échanges avec les Pays-Bas qui sont, vous l'avez évoqué tout à l'heure très justement, la compétence aujourd'hui de Sint Maarten, côté hollandais, sur ces deux points dont je viens de vous citer, c'est de leur compétence directe. Absolument. Il y a des avancées, c'est incontestable. Le préfet délégué pourrait le confirmer, mais ces avancées sont frappées du sceau de l'esprit du traité de Concordia. C'est-à-dire que ponctuellement, on va faire une mission commune des deux polices, où on autorisera un droit de suite, où il y aura une concertation, une coopération, et puis dans d'autres circonstances, il n'y aura personne au bout du fil. Le grand défi, c'est de passer de l'informel à l'institutionnel, de ce qui relève de l'accord ponctuel entre personnes de bonne volonté à ce qui relève de la logique implacable d'un accord international ou de la loi. Voilà, on est dans ça. Je n'ai pas mentionné, je le fais maintenant, il y a eu en 2011 une commission de coopération transfrontalière qui s'est tenue à l'initiative d'un préfet délégué, qui était le prédécesseur du préfet délégué actuel. Cette commission, qui n'avait pas de statut en tant que telle, qui était informelle, a eu le bénéfice là aussi de pré-engager le dialogue. Elle a donné lieu à la signature d'une déclaration d'intention, mais vous savez qu'une déclaration d'intention n'est pas opposable en droit international, n'est pas contraignant. Et c'est pour ça que nous avons voulu élever un petit peu le niveau des échanges afin d'impliquer le Royaume des Pays-Bas, qui, malgré une dévolution des pouvoirs qui est assez importante aux autorités de Sint Maarten, a encore des leviers à sa disposition pour quand même contraindre Sint Maarten à agir dans le bon sens. D'autant plus qu'il ne vous a pas échappé qu'au niveau national, entre le Royaume des Pays-Bas et la France, il y a un rapprochement qui s'explique par d'autres raisons, qui est en train de s'opérer, et à la faveur de ce rapprochement, il y a peut-être là une carte à jouer. Justement, sur cette implication et cette volonté de vouloir pousser le côté néerlandais de l'île à tenir ses engagements, ne pensez-vous pas que, avant de voir son niveau, je dirais, supérieur, la Hollande, Pays-Bas, ne serait-il pas intéressant d'imaginer ou d'entrevoir une manière, puisqu'on a parlé des déclarations d'intention, une manière de valider déjà au niveau local les échanges ou les volontés des deux parties de l'île
Je m'explique, ils ont pris la décision de travailler sur l'assainissement ou sur la déchetterie ensemble, mais aujourd'hui, ces échanges ne sont scellés que par des déclarations d'intention, ou ce qu'ils appellent plus communément à Saint-Martin et Sainte-Martine, les Memorandum of Understanding, dont on le sait, ne nous amènent nulle part puisqu'elles n'engagent que ceux qui les ont... voilà. Elles n'ont pas Donc, de force juridique. voilà, C'est pas reconnu donc en droit français. ne pensez-vous pas que sur un plan local, il faudrait institutionnaliser la chose en faisant en sorte que lorsqu'une décision est prise, qu'elle soit tenue par l'un. Je sais pas, je vais peut-être évoquer une espèce de congrès ou de parlement local à échelle bien évidemment du territoire pour que des délibérations concrètes puissent sceller quel que soit, parce que vous savez, côté hollandais, en 5 ans ou en 4 ans, 4 différents gouvernements. Voilà, Oui, mais la seule et même Premier ministre. Oui, certes. Qui a l'art de survivre. Certes, mais, non, mais je rejoins ce que vous me dites, mais d'autant plus que les décisions qui ont été prises dans le passé auraient pu aujourd'hui voir le jour depuis un moment. Donc voilà, c'est... Non, c'est sûr. Alors, ça dépend des sujets, mais sur les sujets que nous avons évoqués, qui sont les plus brûlants en termes d'aménagement du territoire, il y a un cadre qui est contraignant, c'est le futur programme opérationnel qui prévoit deux instances de gouvernance. La première de ces instances s'appelle un comité de suivi, où Sainte-Martine va siéger, au même titre que Saint-Martin. Et la préfecture déléguée, donc le préfet délégué siégera en tant que tel. Et puis la deuxième instance, c'est le comité de sélection. Le comité de sélection, c'est le comité qui sélectionne les projets qui seront cofinancés. Et le comité de suivi, c'est celui qui, comme son nom l'indique, s'assure que les décisions donnent effectivement lieu à mise en œuvre, implémentation, qu'il n'y ait pas de mauvais usage des crédits affectés, etc. Donc, je pense que sur ce cadre-là. Alors, ce qui relève du régalien, à l'évidence, ce n'est pas dans cette enceinte que ça sera réglé, dans le bilatéral Pays-Bas, France. Alors, l'ennui pour nous, comme pour les autorités centrales bataves, c'est que le domaine de la police relève du gouvernement de Sint-Maarten, à la différence de la collectivité de Saint-Martin, qui n'est pas compétente. C'est l'État. Donc, ce qui fait que là, l'interlocuteur, il n'est pas à La Haye, il est à Saint-Martin, Sint-Maarten. Donc, c'est une petite difficulté, mais qui n'est pas insurmontable. Il s'agit si je peux dire, de déconcentrer le niveau de discussion et de le placer au niveau de l'île et de confier au préfet délégué cette tâche. D'ailleurs, c'est un préfet, vous le rencontrerez, si ce n'est déjà pas fait, qui est très actif, qui a vraiment pris sa mission à cœur et qui rencontre des résultats. C'est un mélange, c'est un exercice difficile, c'est un mélange de fermeté, en même temps de souplesse, puisqu'il faut garder les canaux de communication ouverts, en même temps faire preuve d'autorité quand il faut. Il a réussi à régler des éléments qui peuvent paraître secondaires, mais qui ont manifesté toute son habileté. Vous savez, l'habitude, au nom du fameux traité de Concordia, a été prise depuis fort longtemps, de faire circuler les cortèges officiels des ministres, de la Première ministre, forcerie de leurs invités de marque, avec les sirènes, les motards, armés, etc., en partie française, indifféremment, etc., sans même communiquer avec le préfet ou communiquer au préfet les déplacements de ces personnalités. Or, comme vous le savez, dès qu'une personnalité étrangère foule le sol national, elle est de facto, enfin de jure même, sous l'autorité du représentant du gouvernement, qui est le préfet en l'espèce. Donc si jamais il se passait quelque chose, eh bien c'est la responsabilité du préfet qui est engagée aussi.
Donc il a réussi à régler des petits sujets comme ça. En matière de contrôle policier conjoint, il y a eu quelques sujets conjoints à l'aéroport comme sur des affaires précises, mais tout cela reste l'affaire, je dirais, d'une entente cordiale ponctuelle, quoi. On dit il y a une affaire particulièrement sensible, on se met d'accord, on monte une opération ensemble, mais ce n'est pas institutionnalisé. Or, nous avons atteint un point où il faut passer de ce qui est facultatif, laisser à la bonne volonté des parties, à ce qui devient obligatoire, frappé du sceau, si je peux dire, de la loi ou d'un accord international, et auquel on ne peut se soustraire. Voilà l'enjeu. Et moi, je pense que notre atout majeur, c'est la nécessité. C'est nécessaire. C'est une île, j'ai bien dit une île, qui vit essentiellement du tourisme. Vous savez que le tourisme est très sensible à ces questions de sécurité. La situation se détériore. Il y a eu des fusillades avec vous savez, les drogues, ça va de pair avec circulation des armes devant des restaurants, etc. Ça commence à savoir. Donc, cette nécessité-là, pour ne parler que du volet sécurité, mais la nécessité, elle existe dans notre volet, est notre atout premier. En matière d'environnement, comment voulez-vous continuer à attirer autant de touristes quand vous voyez le lagon Simpson Bay, qui est je peux dire, la carte de visite par excellence de l'île. Dès qu'on arrive, qui est maintenant paré d'un pont magnifique, comme savent le faire les Hollandais, mais dont l'environnement marin et submarin, subaquatique, se dégrade à une vitesse préoccupante. Et là, encore plus qu'ailleurs, le mal ne s'arrête pas à une frontière imaginaire. Non, vraiment, je pense que pour faire une formule, les élus, nous savons tous qu'ils peuvent être têtus parfois, mais face aux nécessités, ils vont se donner la main pour aller de l'avant. J'en suis convaincu. Justement, puisque vous avez évoqué ce point, et autant aujourd'hui, je sais que nous savons que Saint-Martin, du moins partie française, est région ultra-périphérique au moins jusqu'à 2021. Au moins jusqu'à 2021, tant qu'ils n'ont pas pris la décision de faire... D'ailleurs, peut-être que ça va donner l'occasion de tirer des conclusions sur un système ou un autre, peut-être. Mais je vous dis ça parce que lorsqu'on parle de coopération, je pense qu'il est nécessaire, pour coopérer, d'avoir peut-être non pas les mêmes armes, mais être sur un même niveau de discussion et ne pas dépendre d'une autre entité pour pouvoir prendre des décisions localement et rapidement. Et justement, est-ce que le fait qu'un côté soit pays territoire d'outre-mer, donc hors du système européen, et que l'autre côté soit région ultra-périphérique, donc dans le système européen, l'un éligible peut-être au FED, d'autres au FEDER, avec toutes les complexités que vous nous avez apportées comme précision ce matin. Justement, est-ce que le fait d'être dans deux systèmes différents sur un si petit territoire n'est pas une contrainte aujourd'hui? Peut-être ce qui faisait sa force hier n'est-elle pas devenue une contrainte aujourd'hui? Est-ce qu'il devrait évoluer soit l'un, soit l'autre, dans un système similaire, ou non, vous pensez qu'on peut rester comme on est aujourd'hui? Très franchement, je l'ai dit en propos liminaire, je ne pense pas que la différence statutaire entre la collectivité de Saint-Martin et le pays Sint Maarten soit une difficulté, en tout cas un obstacle à une coopération transfrontalière efficace, susceptible de répondre aux enjeux d'un développement concerté. Là où il y a une volonté des hommes, des responsables politiques, il y a un chemin. Et je dis ça en pesant mes mots, puisque s'il est vrai que jusqu'à la prochaine génération de programmes, enfin de règlements communautaires 2014-2020, il y avait une vraie difficulté
réglementaire pour articuler les fonds qui relèvent du FED aux fonds qui relèvent du FEDER, par la magie des textes et des amendements qui leur ont été apportés, cette difficulté, techniquement, elle n'existe plus. Et elle n'existe plus, je dirais, avec l'avantage que pour la première fois, le calendrier de programmation du FED régional et le calendrier de programmation du FEDER régional est le même. Alors qu'avant, il y avait jusque-là un décalage dans le temps, ce qui faisait qu'à moins d'avoir une capacité d'anticipation extraordinaire, on pouvait difficilement faire cofinancer un même projet par le FED et le FEDER. C'est désormais possible. Moi, tant en droit interne, pour dire ma conviction du haut de mes 2 ans de pratique de Saint-Martin, ça vaut ce que ça vaut. Je ne pense pas qu'en droit interne comme en droit européen, je ne pense pas que le statut en soi constitue un obstacle qui soit insurmontable, qui soit irréductible à la volonté des parties de coopérer de manière efficace. La priorité, de mon point de vue, c'est de définir un modèle de développement ou un dessin d'ensemble pour cette île qui soit partagé, c'est ça la priorité. Et le reste, c'est de l'aménagement technique, y compris ce que j'appellerais le mécano institutionnel. Je ne dis pas en secondarisant les questions institutionnelles, je ne suis pas en train de dire que tous les statuts sont équivalents, à l'évidence. Mais dans la situation actuelle de Saint-Martin, on pourrait déjà faire beaucoup mieux avec une capacité managériale plus forte. La première des révolutions serait de resserrer tous les boulons qui méritent de l'être. Alors, pour poursuivre, être concret dans ce que vous venez de dire là, et par rapport aux thèmes qui ont été évoqués lors de cette réunion du mois de janvier, quels sont, à votre avis, les dossiers prioritaires qui pourraient faire l'objet d'une sorte de cofinancement? Vous nous avez dit, j'ai cru comprendre qu'en matière de traitement des ordures ménagères, il y a un problème, il se pose des deux côtés. Enfin, bon, ça pourrait être peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être l'un des sujets. Vous parliez de stations d'épuration d'eau. Ça se pose d'un côté ou des deux côtés, hein? Donner lieu à un projet de traitement conjoint, puisqu'on ne peut pas, l'élément liquide étant ce qu'il est. Donc il y a une succession de projets. Pour le dire d'une phrase, il y a beaucoup plus de projets qui sont, pour certains d'entre eux, prêts à être mis en œuvre, parce que les études de faisabilité ont déjà été faites, que nous n'avons de crédit mobilisable actuellement. Sur le FED et le FEDER, vous savez, l'état des finances locales de la collectivité de Saint-Martin, donc il n'y a pas beaucoup d'espoir, pas beaucoup de marge de ce côté-là. Et c'est sur cette enveloppe FEDER régionale de 10 millions d'euros qu'il faudra pour l'essentiel trouver les ressources pour financer Il y a matière, d'après les projections qu'on a pu faire avec la Commission, pour financer 1 ou 2 opérations, à condition de choisir les moins importantes, parce qu'une station d'épuration ou un incinérateur, ça coûte bien plus cher que ça, d'après les études disponibles. Voilà. Non, là, on peut aller vraiment sur du concret rapidement, dès lors qu'il y a la volonté des parties. Voilà, une histoire d'homme. Oui, de volonté. De volonté. Chers collègues, est-ce qu'il y aurait autre chose J'ai le sentiment, monsieur l'ambassadeur, que vous avez bien posé effectivement les domaines. En tout cas, peut-être qu'il faut y revenir. Vous pensez que les différences de statut institutionnel des deux parties de l'île ne sont pas un obstacle insurmontable?
coopération transfrontalière, ce n'est pas du tout un obstacle. J'ai bien dit en matière de coopération transfrontalière. Pas du tout un obstacle. Après, on peut décliner sur d'autres sujets, mais encore une fois, c'est pas là où on devrait, avec le meilleur rendement, faire porter de manière prioritaire nos efforts concertés. C'est plutôt dans ce que j'appellerais le déblocage, le déverrouillage politique entre les deux parties de l'île. Et c'est d'autant plus remarquable que nous nous trouvions dans cette situation, alors que vous verriez dans quelle relation cordiale, chaleureuse, amicale, dans quelle grande estime se tiennent les élites politiques des deux parties de l'île, que vous dites, mais c'est pas possible que depuis le temps, il n'ait pas mis en œuvre ces projets communs. Mais ça, c'est aussi la pesanteur, ce sont les pesanteurs de l'histoire desquelles il faut sortir. Monsieur l'ambassadeur, vous répondez si vous le voulez, vraiment, ou si vous le pouvez. Mais de tout ce que j'ai entendu dans votre démonstration, il semblerait bien que le côté français semble plus ouvert à vouloir cette coopération sur tous ces points. Et ma question va être très précise, sans faire de détour, qui, aujourd'hui, à votre avis, bloquerait le processus de coopération aujourd'hui? Incontestablement, il est vrai que c'est la partie néerlandaise qui a longtemps été sourde aux appels à la coopération que lui lançait la partie française, avec des relais, j'ose pas dire une complicité, en tout cas une connivence avec les autorités locales de Saint-Martin. Il y avait un accord, en tout cas objectif, pour ne pas trop bouger. Pour une raison simple, là aussi, c'est que c'est la partie française qui devait faire face aux effets les moins positifs de la situation informelle qui prévalait, c'est-à-dire le coût social, la prise en charge d'une partie de la population qui émarge aux deux parties de l'île, les coûts de la scolarisation des enfants de cette population qui émarge aux deux parties de l'île, le coût des équipements communs, notamment en matière de santé, où là, par le jeu divers et variés des solidarités familiales, réelles ou supposées, vous avez une prise en charge, là aussi, qui est faite en partie française de patients qui devraient relever normalement de la partie hollandaise, etc., etc. Donc, pour toutes ces raisons, il y a eu un laisser-faire. Mais nous sommes, si je souligne sans phare ce passé récent, c'est parce que nous sommes en train d'en sortir. Ce n'est pas pour accabler nos partenaires néerlandais, ni au niveau national comme au niveau local, mais je crois qu'il faut vraiment ne pas laisser retomber cette espèce de frémissement que l'on sent pour aller rapidement vers des premières réalisations concrètes qui serviront encore une fois de pédagogie pour le futur. Moi, je suis convaincu que quand on montre, par exemple, si le pont que vous verrez quand vous vous rendrez sur place, sur le lagon de Simpson Bay, si ce pont avait été construit conjointement, cofinancé, chaque jour en l'empruntant, les Saint-Martinois de quelque partie qu'ils soient auraient vraiment vu les retombées concrètes et tout le potentiel de la coopération transfrontalière. Là, on leur parle, on leur promet, mais ils voient que le pont a été construit par la partie hollandaise. D'ailleurs, dans le tracé du pont, il a fallu faire une acrobatie pour ne pas qu'il soit en partie française. Il est juste à la limite. Et le Premier ministre de Sint Maarten ne s'en cache pas, c'est parce qu'elle voulait s'éviter les complexités de la bureaucratie française. Voilà. Il faut voir aussi ça. D'où le problème soulevé par
le système dans lequel nous sommes, qui est très complexe et qui fait que même quand on a la volonté de faire les choses dans notre système de région ultra-périphérique, la bureaucratie française, mais aussi européenne, fait que il y a un barrage à faire avancer des choses rapidement. Oui, Donc, mais encore une fois, d'un mot, il y a le rapport de votre collègue, le député Letchimy, sur les dispositions de l'article 349 du TFUE. Je suis vraiment désolé de rappeler que ces dispositions, elles sont très modestement exploitées, très modestement sollicitées. Je sais bien qu'à Bruxelles, il y a un discours en ce moment, on en a marre des dérogations, des RUP, etc. Mais il y a une réalité. Et ces dispositions ont valeur juridique, constitutionnelle, constitution du traité, on va dire ça comme ça, il faut les utiliser. Il faut les utiliser. Chaque fois que nécessaire, autant que souhaitable. tout à fait. Bon, très bien. Je vois que nous avons largement dépassé le temps imparti. Avant de vous remercier, Monsieur l'ambassadeur, je tiens à reprendre un de vos propos en préliminaire. Vous disiez que ces deux îles se sont développées dos à dos dans le développement, mais je tiens à rappeler aussi pour la petite histoire qu'elles se sont départagées dos à dos. Et pour finir sur une touche optimiste, si elles sont parties dos à dos, elles sont arrivées face à face. Alors espérons pour la suite des événements qu'on pourra avancer sur ces questions face à face. Voilà. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, chers collègues. Merci. Nous nous revoyons, je pense, la prochaine fois sur Saint-Martin. Donc nous allons toucher du concret tout ce dont nous avons évoqué aujourd'hui. Voilà, en vous remerciant tous.